Bonjour Florence, ravie de Bonjour pouvoir, Catherine. hélas, te voir à distance. J'espère que la Bretagne va bien. Tu es notre première intervenante sur un thème qui, je trouve, est passionnant et surtout, tu es à distance, donc ça l'illustre bien, sans compter bien entendu les 2 ans qui viennent qui viennent de s'écouler avec, et on en parlera, je suis sûre, encore ce matin. Coaching et lieu, le temps du lien, coaching, lieu et lien. Florence, pourquoi cette réflexion sur le lieu est si importante pour toi? Les lieux comptent beaucoup pour moi. Il y a quelques années, j'ai écrit un roman, une histoire d'amour qui était racontée par une maison, la maison étant l'observatrice de tout ce qui se passait. Alors, d'une façon plus professionnelle, on a tous observé que depuis 2 ans, les lieux de travail ont évolué. D'abord avec le visio, qui fait que chacun a pu aller travailler là où il le souhaitait, où il le pouvait. Et ensuite, on l'a observé avec des nouveaux lieux qui se sont ouverts. Évidemment, les coworking de style très différents, hein, et il y en a qui sont très luxueux, il y en a qui sont plus simples, d'autres qui sont plus sur un mode tech. Et puis, on l'a vu aussi avec les hôtels, ces hôtels multifonctions qui se sont développés. Toutes sortes de lieux, sans parler des lieux extérieurs, on y reviendra. Donc, ça m'a amené évidemment en tant que praticienne du coaching professionnel et puis également clinicienne par ailleurs à réfléchir aux lieux. Et j'ai eu une sorte de déclic qui est qu'un jour, j'ai un ami qui s'apprêtait justement, il y a quelques mois, enfin même presque un an, donc entre quelques confinements, à prendre un lieu professionnel de 120 mètres carrés au centre de Paris, avec 3 bureaux, un bail lourd. Et il m'avait demandé de valider son choix, si on veut. Voilà, je suis allée visiter le lieu qui était très beau, très grand, avec effectivement un investissement important. Et à un moment donné, nos yeux se sont croisés et on a eu la même pensée. Et ma pensée, c'était, est-ce que les gens auront envie de s'enfermer? Et donc, mon questionnement a été, est-ce que le lieu fait partie des essentiels du coaching? Et puisque ce terme est à la mode, et en quoi il peut contribuer ou pas au coaching? Voilà. D'où la réflexion que j'ai menée au sein du GSI là-dessus. Le lieu, un essentiel du coaching, c'est même part de notre déontologie. Euh, mais du coup, dans toute l'histoire du coaching, qu'est-ce qui se jouait pour toi avant avec le lieu du coach? Quelque chose de très important d'un point de vue identitaire du coach. Et là, on parle aux jeunes coachs ou aux coachs qui vont s'installer. La notion d'installation, sans vouloir poser sa plaque, ce qui a un côté très profession libéral, le coach décidait, s'inscrivait géographiquement dans un territoire, dans une adresse qu'il indiquait sur sa carte de visite. À l'époque, on faisait des cartes de visite, ou on en fait encore peut-être encore. En tout cas, sur son site, ça c'est certain, il mettait son adresse. Il avait un lieu. Et ça, c'était une inscription identitaire forte. Donc, il y avait ça qui se jouait. Pour le coacher, il y avait la notion de déplacement. Aller chez son coach signifiait souvent pour le coacher réfléchir sur le trajet, tiens, qu'est-ce que je vais lui dire, synthétiser, se mettre déjà en position de coaching. Le coaching, pour moi, commençant bien avant qu'on ne s'installe dans le bureau de son coach ou dans le bureau, dans le lieu. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion préalable. Il y avait cette notion de déplacement. Et puis, bien évidemment, à la fin de la séance, il y avait la notion de retour. Réflexion sur ce qui s'était produit et si le coaché a la discipline de ne pas se reprécipiter tout de suite sur son téléphone et ses mails qui bien évidemment ne l'auront pas attendu, ça lui permet aussi de perlaborer, enfin de continuer à travailler sur ce qui a été dit pendant la séance. Et cette notion de déplacement aller et de déplacement retour était pour moi très importante. Déplacement aller, on retrouve ça d'ailleurs dans toutes les grandes traditions initiatiques, hein. Le mythologue Joseph Campbell, dont je vous recommande l'ouvrage Le voyage du héros, qui est la Bible d'ailleurs de tous les producteurs de Hollywood, tellement il définit quelque chose qui est un archétype, aller vers pour se transformer. Voilà, pour lui, c'était très important cette notion de cheminement. On chemine vers l'autre du coach, mais évidemment, on chemine vers soi. Oui, effectivement, cet cheminement, ce chemin vers soi, tu insistes effectivement sur l'importance du déplacement, du mouvement, du cheminement. Tu mentionnes Joseph Campbell qui doit aussi faire partie de ma bibliothèque derrière moi. Je le vois derrière moi. N'est-ce pas? Mais du coup, quand tu insistes sur ce déplacement, Heu, est-ce que la destination, non pas le chemin, comme disait l'important c'est le chemin et pas d'arriver à Saint-Jacques. Est-ce que la destination, soit le lieu même du coach, a aussi un impact sur le coaching? Le lieu, voilà, comme celui-ci, je vais tout vous dire, c'est mon lieu de coaching, comme ça vous le découvrez, voilà.
Il est très important. C'est intéressant parce que les gens aiment bien le réduire. Personne ne va dire qu'il a choisi son coach parce qu'il a un lieu de travail agréable, selon ses goûts, près de parcs, près de magasins, Mais il y a un imaginaire qui s'établit à partir d'un lieu, d'un coaching, d'une installation. Il y a une sorte de topographie ou de toponymie du lieu, puisque tout ça est très lié. Selon que votre coach est la rue de la Lune ou rue du Boucher ou rue de l'Abattoir, non, on plaisante, rue de l'Église, forcément, il y a un imaginaire qui se constitue à partir de là. Il y a un quartier, il y a une topographie. Moi, j'aime bien penser, enfin, j'aime rêver sur les patients, les premiers patients qui étaient quand même l'origine, Freud, Vienne, rue Bergasseux. On imagine, puisqu'il y a beaucoup des lettres qui ont été relatées là-dessus, quand il venait voir Freud pour un travail analytique avec Freud, il séjournait dans les hôtels, autour de son domicile qui était au centre de Vienne. Ils allaient dans certains cafés, dans certains restaurants. Il y avait une espèce de topographie, un imaginaire psychanalytique et baroque. Et je pense que derrière le choix d'un lieu ou d'un coach dans un lieu, s'inscrit une forme d'imaginaire qui peut correspondre à nos goûts. D'ailleurs, j'ai l'exemple d'un de mes confrères, enfin, un coach, qui avait des lieux très formels dans le 8e et qui a choisi de se délocaliser en allant dans une sorte de squat d'artistes transformé en un coworking, mais très décalé. Des graffitis, les vélos partout, un peu de permaculture dans les bureaux. Enfin bon, on est sur des concepts très, 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 très tendance. Et comme par hasard, il a, si je puis dire, attiré ou invité à son travail d'autres clients. Des clients qui pouvaient être tout à fait, évidemment, cadres dans des grandes entreprises, mais qui avaient un esprit sinon décalé, du moins rebelle, et qui ont beaucoup apprécié son lieu. Comme vous le savez, on est souvent mis en compétition, donc en fait, les coachés choisissent le lieu qui leur, enfin, la personne ou l'imaginaire qui leur sied le plus. Donc oui, il y a un imaginaire à partir du lieu. Et moi, ce qui me frappe aussi, si on affine cette notion d'imaginaire, c'est la notion de place. On observe que dans ces lieux, souvent les coachés vont à la même place. Quand bien même, on les invite à se déstabiliser en changeant d'endroit. Vous ne pouvez pas vous mettre là ou vous voulez vous mettre là. Non, ils ont une place. Et je trouve qu'il y a une inscription aussi presque, alors pour le coup, elle ne sera pas identitaire ou géographique, bien sûr, mais c'est comme s'il y avait une reconnexion à ce soi du coaché en travail de coaching lorsqu'on se remet à la place. Vous savez, un peu comme un écrivain qui se remet à sa table de travail le matin, retrouve instantanément sa persona d'écrivain et se remet à créer. Donc oui, cette notion de lieu, cette notion de place sont pour moi importantes. Oui, tu me laisses réfléchir à pourquoi j'ai choisi d'avoir un bureau rue La Boétie. Parce que Ah, c'était lui et parce que c'était moi. Donc je vais c'est continuer joli. ma réflexion sur ce sujet-là. Euh, mais effectivement, un bureau qui était pour moi très important pendant le confinement et un lieu pour moi, en tout cas une place. Et tu as raison, mes clients ont toujours la même place, à tel point que, en fonction de la place qu'ils choisissent, je commence déjà à comprendre un petit peu ce qu'ils Mm. sont, parce que j'ai plusieurs places. Alors, mais du coup, tout ça était vrai quand nous avions ces bureaux, mais distance, qu'est-ce se passe-t-il aujourd'hui quand ces bureaux, ce lieu disparaît? Quand on peut bouger d'une séance à l'autre, quand on fait du coaching à distance, qu'est-ce qui se passe dans la relation de coach à coaché? Ah, il se passe des choses très intéressantes qui disent beaucoup de choses sur notre époque. Il y a une espèce de, je dirais, d'anonymat géographique. D'abord, on passe dans un espace de parité. Il n'y a plus cette dimension définitionnelle du coach qui inscrivait son travail dans un lieu qu'il avait lui-même choisi à destination de coachés qui étaient sommés de venir dans ce lieu. Là, on est à parité. Moi, coaché, je décide que, allez, je me retrouve sur une plage aux Maldives, je mets le fond des Maldives. Je suis dans un immeuble new-yorkais ou un immeuble de travail new-yorkais, je mets ce fond-là. Je suis dans ma baignoire. Ça m'est arrivé une fois. J'ai eu une coachée qui était fatiguée de mettre des fonds et puis qui m'a dit, vous voulez voir la vérité de ma vie? Effectivement, j'ai vu de la tuyauterie derrière. Elle était dans sa baignoire parce qu'il y avait son mari, ses enfants dans les autres pièces. Voilà, ça, c'est la réalité. Et en face, bien évidemment, le coach peut choisir de se mettre où il le souhaite. Donc là, il y a une espèce d'espace flou qui peut changer et qui peut même se traduire quand, par exemple, les gens ne s'inscrivent plus dans un espace visio, mais décident d'aller faire du walking coaching ou du coaching ambulatoire dans des lieux différents. Bien évidemment, il y a eu les cafés, les hôtels, mais je crois que les gens en sont venus pour des raisons évidemment de bruit et de confidentialité. Mais on peut très bien, il y a parfois le coach aussi. Et le coaché peut choisir. Le coaché peut très bien suggérer, tiens, j'ai bien aimé la dernière fois, est-ce qu'on peut aller marcher le long d'un canal? Ou bien n'irait-on pas dans ce square ou dans ce parc? Et ce n'est plus tout à fait, c'est pour ça que je parle de parité. Il peut advenir que le coaché propose lui-même un lieu, ou bien que le coach ait une idée. Par exemple, j'ai entendu un jeune coach qui a une intuition formidable. Il a proposé à son coaché, qui est un sportif, un rugbyman en l'occurrence, d'aller faire la séance sur une surface de réparation.
un terrain de rugby. Bon, vous voyez, il y a des choses qui peuvent être très créatives et qui sont nouvelles. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que on retrouve aussi cette notion, alors si on parle de la partie plein air, hein, coaching en plein air ou déambulatoire, on retrouve une grande tradition. Socrate, par exemple, a travaillé sa maïotique, on en reviendra tout à l'heure, de façon mobile, on le sait très bien. En plus, il était pieds nus, il était pieds nus, il marchait et il dispensait ses réflexions, ses enseignements, parce que la maïotique est tout sauf justement position haute, position basse, mais il le faisait dans le mouvement, c'était en déambulation. On retrouve ça 5 siècles plus tard avec Jésus. Jésus a embarqué ses coachés, si je puis dire, non, ses apôtres, no offense, et a établi son coaching dans une logique de mouvement, dans une logique de rencontre, avec des personnages aussi différents que des percepteurs des impôts, des prostituées, des citoyens. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du mouvement et qui passait par des enseignements. Et Freud lui-même ne s'est pas contenté de livrer ses enseignements au fameux 19 rue Bergasse, qui était le lieu de son cabinet à Vienne. Par exemple, si on pense à un médecin qui s'appelle Max Ettingen, qui a été ensuite le fondateur de la Société psychanalytique de Palestine, qui est un médecin allemand. En fait, il a fait son travail analytique avec lui en 6 semaines de déambulation vespérale dans Vienne. Pendant 6 semaines, ils se sont retrouvés tous les soirs, ils ont marché. C'est comme ça que s'est fait le travail. Et je trouve ça intéressant, parce que je terminerai là-dessus. Le mouvement, il y a un intérêt très fort au mouvement. Et je voudrais citer Michael White, qui est le fondateur des pratiques narratives que vous connaissez tous, qui était australien, qui était évidemment un travailleur social à l'origine, pour qui le coaching n'était juste pas un enfermement dans une position haute, et qui lui n'aimait pas les lieux de pouvoir, et qui considérait que le mouvement ou des lieux différents étaient importants pour 2 raisons. Premièrement, ça pouvait désinscrire l'histoire de malheur qui pouvait elle-même s'inscrire dans le bureau du coach. Imaginez que vous ayez une souffrance au travail, vous venez en parler dans un bureau, clairement le lieu va être investi de cette souffrance au travail, et quand bien même vous évoluez, hein, merci le coaching, chaque fois que vous vous retrouvez dans ce lieu, vous reconnectez à cette histoire de souffrance, cette histoire de malheur, comme le disait Michael, d'où l'intérêt de bouger. Et pour lui, un travail sur soi, coaching, thérapie, était une transformation, un mouvement. Et cela allait à l'encontre de la fixité d'un lieu. Donc on peut considérer aussi que le mouvement ou le changement de lieu est une émancipation, est une transformation. Ça peut se concevoir comme ça aussi. Un mouvement, une transformation. Du coup, la question qui vient dans tout ce que tu viens de dire, de l'importance de déambuler, l'importance de faire ce chemin, et le coaching est un chemin, dans ta réflexion qui, j'imagine, ira beaucoup plus, continuera à, être, à se construire à travers l'écrit que nous aurons, la notion même de bureau, donc de ce lieu fixe, est en train de disparaître. Parce que chaque fois que tu parles de bureau, je pense à un poète que j'adore parce qu'il était également un dromomane. Moi, j'aime le mouvement, hein, donc et c'est Rimbaud. Et Rimbaud était un dromomane inspiré, hein, notamment dans toutes ses marches, aussi bien en France, ensuite en Abyssinie et ailleurs, puisqu'il est allé se balader partout en Europe avant. Rimbaud, dans Les Répartimina, qui est un poème très drôle, raconte un jeune homme qui raconte à son amoureuse tout ce qu'il a envie de faire avec elle. Les grandes promenades à travers les champs, les azurs enchantés, les nuits étoilées. Et à chaque fois, Nina, qui est travaillomane, on peut le suspecter, termine en disant « et mon bureau ». Et mon bureau. Donc évidemment, ça le coupe un peu dans son élan romantique. Mais voilà. Alors, c'est vrai que le bureau peut avoir une connotation limitative, c'est pour ça d'ailleurs que ça m'évoque cela, ou une connotation figée. Et effectivement, aujourd'hui, on est sur des espaces d'exploration, notamment avec le walking coaching sur lequel je voudrais revenir, qui sont très ouverts puisqu'on peut choisir plein de lieux, du mouvement, la connexion au grand tout avec le grand air. Enfin, tout ça est une promesse consommateur très, très attirante. Mais je pointerai quand même trois, et je l'ai prouvé, puisque moi aussi, il m'est arrivé avec certains coachés de proposer d'autres modalités, à la fois pour les tester, et puis à la fois pour répondre à leurs attentes et aussi aux besoins de ce que je chantais de leur travail. Il y a quand même 3 points de vigilance pour le walking coaching, lequel par ailleurs est très utile pour les jeunes coachs et puis évidemment implique moins de frais fixes pour des raisons évidentes. Mais le coaching déambulatoire en mouvement, 3 dangers. Premièrement, les distractions. Il faudra très bien choisir le lieu dans lequel vous allez marcher parce que quand on marche, il y a forcément la circulation, il y a les bruits exogènes, toutes sortes de choses qui peuvent largement impacter le coaching et le rendre plus difficile. Ensuite, il y a une notion de phasage. Quand on marche à côté de quelqu'un, on se phase. Souvent, d'ailleurs, on regarde les démarches des personnes se phasent.
Et là, je trouve que ça peut être dangereux. Parce que nous, dans notre travail, on est censé renforcer l'autonomie du coaché, sa capacité à justement se mouvoir seul avec son propre axe, sa boussole, ses arrêts. Enfin, il fait ce qu'il souhaite. Et à partir du moment où on se phase dans une marche, mine de rien ou mine de quelque chose, on induit une forme de phasage. Donc, qui peut aller à l'encontre de l'autonomie, si on garde vraiment la symbolique du mouvement comme ça conjoint. Et enfin, il y a quelque chose d'important. À la fin d'une séance de coaching, il y a forcément une forme de ce que j'appelle une récapitulation, un encapsulage, une synthèse. Avec toi, tu repars, de quoi on a travaillé. Et cela, on le fait pour clôturer symboliquement nos séances. Il y a quelque chose d'esthétique dans une séance de coaching. La notion de beauté joue beaucoup dans le coaching. Et en même temps, on le fait aussi pour s'assurer que le coaché a vraiment intégré ce qui a été dit. Ce qui peut être difficile si, justement, dans le mouvement, il n'y a pas cette période de récapitulation, de stase. Donc, à la limite, si vous le faites à l'extérieur en marchant, pardon, je vous recommanderais de vous arrêter à un moment donné. Pourquoi? Parce que il ne faut pas mésestimer la notion du lieu. On le sait bien d'ailleurs dans le code de déontologie de la SF Coach, on dit le coach doit veiller à être attentif à la signification et aux effets du lieu du coaching. Donc je pense que ça doit rester vraiment une priorité dans cette réflexion et dans cette mise en place de nouveaux lieux. Merci Florence pour cette intervention passionnante. Elle me fait penser d'ailleurs à ce que j'avais élaboré l'année dernière entre le corps présence et la présence processus. Oui, On a presque envie de penser que tu es dans un lieu processus plus qu'un lieu corps, un lieu physique. En tout cas, de nous offrir le champ des possibles et de garder l'humilité. Je trouve que ça fait une bonne transition, et c'est toi qui poseras les questions à Daniel, avec ce que Daniel va nous parler de ce qu'est le sachant et le non-sachant. Je laisse Florence et Daniel échanger à ce sujet. Merci.